Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Après avoir entendu les professionnels du secteur, les associations, des témoignages d'anciens enfants protégés, nous accueillons aujourd'hui des représentants de l'Association des départements de France. Nous accueillons Madame Marie-Louise Kunz, vice-présidente du département de la Moselle, déléguée à la protection de l'enfance, à la famille et à la prévention spécialisée, qui est accompagnée, alors j'espère que vous m'en voudrez pas, de Monsieur Laurent Zakrewski. Zazeski. Autant pour moi, je suis vraiment désolée. Directeur adjoint de la Moselle en charge des solidarités. Nous accueillons également Madame Cinderella Marchand, vice-présidente déléguée à l'enfance famille du département des Côtes-d'Armor, et Madame Véronique Pellissier, vice-présidente du département du Val d'Oise, déléguée à l'enfance et à la famille, accompagnée de Florine Colombe, directrice générale adjointe du Val d'Oise en charge des solidarités. Nous accueillons également Laurette Ledisco, conseillère enfance et famille à Département de France, ainsi que Brice Lacouturieux, conseiller relations avec le Parlement, aussi à l'Association des départements de France. Et je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. En 2022, 380 562 enfants ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est 30% de plus qu'il y a 10 ans. Et pour les moins de 6 ans, c'est même 45% de plus. On peut sûrement s'en féliciter puisque ça signifie que nous sommes plus attentifs aux violences exercées envers les enfants. Par contre, il y a de belles réussites, malheureusement trop rares. On se rend compte qu'il y a de nombreuses difficultés dans cette politique. Côté scolaire, les résultats de ces enfants accueillis sont inférieurs à ceux des enfants de la catégorie classique. À l'entrée en 6e, 40% ont déjà redoublé, alors qu'en population générale, c'est 10%. 5,3% seulement suivent un second cycle d'études générales ou technologiques, contre 49% de la population générale. Et selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, 26% des personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans nées en France sont d'anciens enfants accueillis en protection de l'enfance. Lors de nos auditions également, les représentants de la CRIP nous ont indiqué leurs difficultés devant l'augmentation des signalements, qui engendrent des délais d'évaluation parfois importants et qui laissent donc des enfants possiblement dans des situations dramatiques au sein de leur foyer. Idem du côté de la justice. Une étude du syndicat de la magistrature démontre que 77% des juges des enfants ont déjà renoncé à des mesures de placement en raison de l'absence de place. Ils évaluent même à 3225 décisions non exécutées sur cette partie protection de l'enfance. Enfin, quand on regarde les délais pour la mise en place des mesures en milieu ouvert, ceux-ci sont compris en général et en moyenne entre 6 et 9 mois. On voit donc que tout cela ne fonctionne pas. Cette situation, pour nous, ardents défenseurs des droits des enfants, nous interpelle. La défenseure des droits s'en est également émue puisqu'elle s'est auto-saisie de ce sujet et qu'elle rendra ses conclusions à l'automne. Mais au-delà des chiffres, des raisons bonnes ou mauvaises, ce sont des générations d'enfants et de jeunes qui resteront en difficulté. Quand on ajoute la différence de traitement d'un département à l'autre, cette politique doit vraiment être réinterrogée. En tant que chef de file de la protection de l'enfance, ces départements jouent un rôle prépondérant dans la prévention des violences, grâce à leur service de PMI, mais également dans l'évaluation des situations avec les CRIP ou encore dans la prise en charge avec les mesures de milieu ouvert ou d'hébergement. Alors je vous rassure, mesdames, nous ne cherchons pas ici de coupables. Nous voulons juste travailler à préparer la prévention et la protection de l'enfance de demain. Il est donc important pour nous de vous entendre sur les solutions apportées sur ces problématiques, car cela doit évaluer, c'est une nécessité. Nous devons faire passer l'aide sociale à l'enfance dans le siècle suivant. Face à l'augmentation des placements d'enfants, nous souhaiterions vous entendre sur les évolutions attendues de la PMI. On constate une défiance vis-à-vis de ces services, avec notamment une grande peur du placement. Ne devrait-on pas scinder cette PMI en deux ? Une partie gestion agrément, information préoccupante, et une partie juste prévention et soutien parental. Sur le même sujet, nous avons besoin de plus de solutions d'accueil. Le tiers digne de confiance et l'accueil durable bénévole ne se développent pas. Est-ce qu'un statut spécifique pour ces enfants, avec un suivi par le département et les mêmes droits que les enfants placés, comme le contrat jeune majeur, le droit aux bourses, la priorité aux CROUS, devrait être mis en place afin de mieux accompagner les familles qui envisageraient de se lancer dans ce type d'accueil? Est-ce que pour vous, cela pourrait être une solution? Il ressort également la nécessité de trouver des solutions pour les enfants dont la situation met en échec l'institution. Est-ce qu'un dispositif spécifique comme une cellule de crise avec en présence la justice, l'éducation nationale, le préfet, le département, pour créer des solutions coûts humains, pourrait trouver sa place dans chaque département, comme c'est déjà le cas dans le Puy-de-Dôme? Nous constatons également des difficultés de recrutement des professionnels pour accompagner les enfants.
Nous avons collectivement acquis la conviction qu'il y a effectivement un problème de reconnaissance financière, mais également une perte de sens compte tenu de la charge et des profils des enfants que ces professionnels ont à gérer. À la lumière de ces éléments, n'est-il pas enfin temps d'aller vers la mise en œuvre de taux d'encadrement pour les établissements d'accueil, mais également pour le nombre de mesures de milieu ouvert suivies par les éducateurs? Enfin, lors de toutes nos auditions, il ressort fréquemment la nécessité que l'État reprenne sa place auprès des départements sur les compétences qui sont les siennes. La semaine dernière, Éric Woerth a rendu un rapport proposant 2 scénarios. Le premier sur la recentralisation de cette politique et le second sur la création d'un service départemental des solidarités. Si vous me le permettez, j'ajouterai une voie médiane, celle d'une gouvernance revue et partagée, où l'État et les départements au niveau national feraient ensemble une déclinaison afin que nous ayons après au niveau départemental une déclinaison qui permettrait d'homogénéiser cette politique et avoir une approche pluridisciplinaire de la protection de l'enfance, où État et département marchent la main dans la main. J'aimerais donc avoir votre sentiment sur ces propositions et je vais vous laisser la parole dans quelques instants pour vos propos liminaires et ensuite nous passerons bien entendu aux échanges avec la salle. Et en tout cas, je vous remercie à tous et toutes d'être présents pour répondre en cette fin de cycle à nos questions et à nos débuts de réflexion de propositions. Je vous remercie. Ah oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être là, d'être auditionné sur ce dossier aussi important que la protection de l'enfance, qui est à la charge des départements, effectivement, et où nos présidents de département, enfin moi, ce qui est mon cas pour le département de la Moselle, a pris ceci à bras-le-corps depuis son arrivée en 2011 et qui a permis, comme vous venez de le dire, sur beaucoup de sujets, de faire le pas de côté de façon à avancer différemment. Alors effectivement, une recentralisation, c'est pas tout à fait ce qu'on désirerait, mais travailler main dans la main ensemble, donc État, département, justice, c'est comme ça qu'on pourra avancer et faire avancer ces 2 sujets de la protection de l'enfance. On a un sujet, nous, en Moselle, qu'on a justement ouvert pour travailler tous ensemble. On a signé en décembre une convention avec la justice, justement, sur la protection des mineurs dans le cadre de la prostitution. Et on travaille ensemble, justement, donc département, justice, État et PJJ, de façon à pouvoir avancer et à trouver des solutions. Et c'est ce que l'on pourrait faire, je pense, par la suite pour d'autres dossiers, d'autres éléments sur cette protection de l'enfance. C'est vraiment une de nos principales compétences au département et ça serait bien dommage. Je pense que les départements de France ont vraiment envie de garder. Maintenant, il faut aussi y avoir les moyens. On a des moyens qui sont serrés. Effectivement, on a eu l'arrivée massive aussi de mineurs non accompagnés. On a mis en place, chaque département fait comme il peut et met en place effectivement la loi Taquet. Tout ce qui est aussi donc de plus pour le département de la Moselle, là, je parle de mon département, nous n'avons pas d'enfants à l'hôtel. On a trouvé des solutions, on travaille avec des partenaires associatifs sur lesquels on a ouvert plusieurs endroits. On a en fin de compte 2 sites pour les mineurs. Quand les mineurs non accompagnés arrivent, on a un site à Harry, un site enfin c'est en ruralité, je veux dire, et avec Famille de France et avec un club de prévention de Metz, de Moselle où on travaille, de façon quand on doit faire l'évaluation, jusqu'à ce qu'il soit évalué, ne soit pas mélangé non plus avec les enfants qui se situent au centre départemental de l'enfance, qu'on ne sait jamais, comme certains ne sont pas mineurs, donc pour pas qu'on ait de soucis. Donc on a trouvé cette solution-là, et c'est compliqué. C'est un budget important aussi. Et pour tout ça, il nous faut aussi de la prévention. Nous, le département de la Moselle, on a conservé nos clubs de prévention. On y met un budget de 6 millions d'euros aussi. On pense aussi que pour pouvoir avancer, ce n'est pas toujours de la répression ou pour aider à la parentalité, c'est de la prévention. Et si on n'est pas accompagné avec des partenaires, si on ne fait pas de la prévention, je pense qu'on va stagner. Ce n'est pas le but de la chose pour les enfants qui vont nous être confiés. Effectivement, il y a une augmentation. Et là, on est encore une fois, on est l'approche de l'été. C'est comme dans tous les départements, je pense. On a une augmentation de signalements. La CRIP a vraiment énormément de signalements, que ce vienne, comme l'a dit le département de France, l'éducation nationale, mais pas seulement.
hein. Maintenant, les gens connaissent le 119 et font de plus en plus de signalements, que ce soit un voisin, un ami ou quoi, s'il y a quelque chose. Donc, on a un afflux de signalements, mais on préfère avoir un afflux, ce qui veut dire que ça travaille et qu'après, ça classer sans suite, mais on préfère que de se retrouver avec de graves sujets, enfin de graves préoccupations comme on a pu avoir. Mais enfin, je trouve que pareil, les travailleurs sociaux ont une autre image. Moi, je me rappelle, je leur avais dit quand je suis arrivée en 2015, autrefois, les assistantes sociales, c'était des cruellas. Et maintenant, elles sont vues comme des fées. Parce qu'effectivement, le travail et le pas de côté a été fait. Et nous, en Moselle, ça dépend peut-être, mais on approche plus facilement, effectivement. Les familles acceptent beaucoup plus facilement l'arrivée d'un travailleur social au domicile qu'autrefois. Il y a quand même une amélioration. Hein. On n'est pas parfait encore, mais ça doit se faire. Le souci, c'est le problème du recrutement. Et ça, je pense que c'est dans tous les départements. Bon, je peux prendre une autre casquette. Je suis aussi en région. Et on a ouvert à l'IRTS des places supplémentaires. Malheureusement, elles ne sont pas pourvues. Les jeunes ne sont plus attirés vers ces métiers. Alors, il y a effectivement, bien entendu, le salaire qui n'attire pas. Et puis, on a quand même eu beaucoup d'émissions qui ont un peu tué le métier. Donc, ça n'arrange pas les choses, on va dire. Hein. Tout ça fait que c'est un peu compliqué. Il y a eu mais il y a vraiment une grosse difficulté à recruter, donc ce qui pose aussi un problème pour l'application de la loi Taquet. C'est effectivement, ça serait magnifique de pouvoir augmenter pour avoir moins d'enfants à charge. Hein. C'est comme un travailleur social quand il traite un dossier. Nous actuellement, un travailleur social a 50 dossiers, c'est beaucoup trop pour pouvoir être près des enfants. Hein. Le mieux, ça serait 25 dossiers. Mais le problème, c'est le recrutement et l'arrivée massive, les signalements. Actuellement, on a 2030 enfants en Moselle qui nous sont confiés. Donc, c'est énorme. On était plutôt aux alentours de 1900, 1950. On est à 2030. Je touche du bois. Pour l'instant, nous, on arrive à trouver une solution. On n'a pas d'enfants en liste d'attente. Mais ça aussi, ça devient compliqué dans d'autres départements. Chaque département a ses proportions, et puis tout dépend où on est situé et comment. C'est ça aussi, il y a peut-être des endroits où il y a plus de signalements encore que chez nous, où il y a aussi plus d'arrivées de MNA, et tout ça fait que c'est des grandes difficultés pour les départements, et bien entendu, un budget qui va en augmentation tout le temps. Donc l'idéal, ça serait effectivement qu'on puisse se partager État et département, qu'on puisse avoir une plus grande justesse sur la contribution qu'il peut y avoir. Hein, c'est pareil pour les MNA, c'est un peu compliqué. Voilà, je parle peut-être un peu trop, je vais peut-être trop dans vos questions, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur aussi. Et effectivement, même nos partenaires, hein, c'est pas qu'au département où on a du mal à recruter, c'est pas que nos travailleurs sociaux, c'est exactement la même chose au milieu associatif. Et c'est l'histoire aussi des salaires. Hein. On a tous appliqué la loi Ségur sans problème, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Voilà. Et les travailleurs sociaux, on a aussi beaucoup dans notre milieu associatif, nos partenaires, on a des fois du personnel qui n'est pas toujours qualifié à ce qu'on voudrait, parce que il y a un turnover, et pour pouvoir avoir le taux d'encadrement nécessaire, c'est un peu compliqué. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Nous, je pourrais vous laisser. On fait tous les ans notre schéma enfance, famille, jeunesse. Si vous voulez, je vous le laisserai. On a le dernier comité de pilotage, date du 7 février, et où tout ça a été relativisé. Et effectivement, ce qu'on met en action surtout, c'est la prévention. Et on espère qu'avec la prévention, on pourra justement améliorer les choses, mais c'est pas simple. Et les familles, vu la situation actuelle, aussi tout le contexte social, fait que tout est bien compliqué. Voilà. Même si on trouve du travail plus facilement qu'à une certaine époque, peut-être, ça n'a pas solutionné les choses, et les familles sont aussi en grande difficulté. Donc être à leur côté est très important, et c'est pour ça que faire de la prévention, faire beaucoup de réunions sur la parentalité aussi est une chose importante, et le département de France y apporte beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des groupes de travail qui se sont créés, et l'ADF, on travaille avec vous aussi, et l'ADF
vraiment met tout en avant pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est comme ça qu'on aimerait que, suite à cette audition, ça puisse se finaliser par une main dans la main, ensemble, département de France, État, pour nos enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, si on arrive tous ensemble à travailler, il en sera pareil pour eux par la suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une autre des deux vice-présidentes. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, Véronique Pellissier, donc je suis présidente dans le Val d'Oise. Donc, forcément, les problématiques du Val d'Oise et les problématiques de la Moselle ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qui fait la richesse de notre entretien, je pense, puisque à la fois nous nous occupons tous d'enfants, mais bien entendu, notre territoire est différent. Les enfants qui nous sont confiés sont aussi différents, puisqu'on a des strates sociales qui sont aussi différentes. Aujourd'hui, le Val d'Oise, nous accueillons 5800 enfants, dont la moitié sont vraiment, globalement, la moitié sont vraiment placés, comme on peut le dire. Nous avons une démographie, nous sommes le département le plus jeune de France métropolitaine, et nous avons une démographie que certains nous envient, puisque nous avons un taux de natalité de 16,2 enfants pour 1000, ce qui est différent des 11,9 du national. Donc déjà, voilà. Donc beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes enfants. Et donc, vous l'avez dit, nos informations préoccupantes ont beaucoup augmenté. Ça vient, bien sûr, de la qualité de la cellule où on a renforcé les moyens, et aussi les informations nous viennent mieux. Je pense que là-dessus, l'Éducation nationale, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je pense on a toujours une difficulté, et je suis très étonnée, avec l'ordre des médecins. Nous avons très peu d'informations préoccupantes venant des médecins, alors que ce serait les premiers quand même à voir les enfants. Hein. J'ai commis dans mon département une demande aussi auprès des associations de protection animale. Et parce que on se rend compte que souvent, dans les familles où il y a des difficultés avec de la maltraitance animale, eh bien souvent, il y a aussi de la maltraitance enfant. Et quand on a un signalement, eh bien finalement, ça se recoupe. Voilà. Donc on essaie de mettre ça en place dans le département. Alors, quelles sont les difficultés ? Eh bien, sur les parcours d'enfants, on a de plus en plus de ruptures de parcours d'enfants. Hein. Je pense qu'aussi, on a une politique en France qui est d'essayer au maximum de garder les enfants auprès des parents, ce qui à la fois est une bonne chose, bien entendu. Il n'y a rien de mieux que la famille pour un enfant, mais qui quelquefois est un peu trop d'aller-retour pour des enfants, que l'on reconfie, que l'on reprend, que l'on reconfie, que l'on reprend, et au bout d'un moment, les enfants n'arrivent plus à suivre. Et aussi, il y a des ruptures. J'étais ce matin en conseil de famille, pour tout vous dire, et c'est pas la première fois qu'on a le cas au niveau des jugements. Il y a une problématique au niveau des magistrats. Alors, je ne parle pas des magistrats eux-mêmes. Hein. Je pense que c'est un problème d'organisation. On avait une petite enfant de 5 ans que l'on proposait à l'adoption. Et 5 ans, c'est déjà extrêmement tard. Et pourquoi on a perdu tant de temps alors que cet enfant a été placé quasiment dès le départ ? C'est parce qu'on a attendu le jugement de délaissement pendant 2 ans. Et pourquoi on l'a attendu pendant 2 ans ? Parce que le tribunal a perdu 3 fois le dossier. Enfin, voilà. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, comment peut-on perdre un dossier 3 fois ? Je pense que là, il va falloir voir... Bon, c'est une autre question, je pense, mais ça fait partie aussi d'une violence à l'enfant, puisque justement, après, c'est très difficile. Alors, on a aussi une augmentation très grande de la complexité des cas des enfants, hein, que ce soit des troubles psychiques, psychiatriques. Et là-dessus, on n'est pas très aidé. Il faut dire, bon, on a, dans le Val d'Oise, nous n'avons plus aucun poste de pédopsychiatre pour les enfants de moins de 13 ans. On a 0 poste. Et on sait bien qu'un enfant qui est pris dès le départ, eh bien, on peut régler son trouble et ses difficultés. S'ils sont pris au bout d'1 an, 2 ans, c'est la même chose pour les CMPP, enfin tous les organismes comme ceux-là, où il y a des listes d'attente énormes. Eh bien, forcément, le problème
problèmes psychiques s'installent et on a de plus en plus de problèmes de ce genre. Et à la fois aussi de délinquance, où là aussi, eh bien, on est un petit peu démunis. On travaille très très bien avec la PJJ, mais pour tout le Val d'Oise, on a 18 places, quoi. Et c'est vrai que ça ne peut pas être suffisant. Bon. Sur les... ma collègue en parlait tout à l'heure. On parle de la santé. Hein. Le problème de santé est très important et de plus important aujourd'hui. Psychique et même psychomoteur, j'allais dire, hein, problème de handicap. Et là aussi, on a beaucoup aussi de difficultés pour avoir des places dans les IME, dans les ITEP, etc. Et on n'a plus de place. Clairement, aujourd'hui, on a globalement 2000 enfants ou 1800 enfants qui sont en attente d'entrer dans ce type d'institution. Et là-dedans, on a un peu moins de la moitié qui sont des enfants placés. Et ces enfants, c'est pareil. Comme c'est des enfants difficiles, on a de plus en plus de difficultés à leur trouver un placement parce qu'on a des assistantes familiales qui sont aussi démunies là-dessus, parce qu'elles ne savent pas comment les prendre, elles ne sont pas formées pour. Et de là, bon, ça fait tout un enchaînement où cet enfant, eh ben, il va aller de maison d'enfant en maison d'enfant parce que les éducateurs aussi, au bout d'un moment, ils sont arrivés à leur maximum de possibilités et de connaissances. Et donc ça, je pense que c'est très important. Puisqu'aujourd'hui, en Val d'Oise, nous avons quand même 14% des enfants qui ont une mesure MDPH. Donc, ça représente quand même et 20% de moins de 6 ans. Donc, ça représente quand même une grosse population chez nous. Alors, bien sûr, nous avons aussi une grande précarisation de notre territoire. Il faut bien dire, on en parle à la télé partout, mais il y a quand même une précarisation des familles. Et on en parlait, et là-dessus, on fait beaucoup d'efforts sur la parentalité, bien entendu. Je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on commence sur cette prévention avec les parents, les former. Moi, je suis toujours très étonnée de voir de plus en plus de jeunes mères de 15 ans, de 16 ans, alors qu'aujourd'hui, on peut dire, avec toute la communication, tous les moyens qu'on a, eh bien, ces jeunes filles devraient être prémunis, j'allais dire, de ce genre de choses, et on en a de plus en plus. Et forcément, qui dit jeune mère, alors c'est pas forcément les jeunes mères, mais qui dit jeune mère, disent pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de formation. Il est vrai aussi qu'on en discutait encore hier dans les hôpitaux, bien le fait que la maman accouche, qu'elle parte au bout de 2 jours, eh bien elle n'a pas l'accompagnement qu'il y avait avant avec les médecins, les sages-femmes qui leur expliquaient comment allaiter un enfant, etc. Voilà, oui. Mais après, il faut aller en PMI. Voilà. Mais c'est une autre démarche. Voilà. Donc, évidemment, il y a la PMI, je suis d'accord. Voilà. Voilà. Donc, on met aussi, bien sûr, la PMI en œuvre. Mais je pense que dès le départ, dès l'accouchement, on devrait déjà en parler. Alors, on a alors, je parlais de la santé. On a aussi de plus en plus d'enfants dont les parents eux-mêmes ont des addictions. Alors, les enfants ont des addictions, mais les parents ont des addictions, donc on a de plus en plus d'enfants qui, déjà à la naissance, sont en sevrage et dont on ne sait pas s'ils ont une possibilité, quel sera leur devenir psychique, psychologique du fait de cette addiction parentale. Là aussi, on a de plus en plus de ces difficultés. Alors, on en a parlé aussi, le problème de la prostitution des jeunes filles. Nous aussi, on vient de signer un protocole au sein de l'ODPE avec l'ensemble de partenaires. Et j'allais dire, chez nous, c'est vraiment tous les partenaires. Ça va de la gendarmerie, de la police, de la justice, et puis bien sûr les associations, la CAF, l'ARS, etc. On a tous signé, on est tous dans le même sens. Et on a signé ce protocole de mise en place de prévention des mineurs. Et puis, on en a parlé, oui, on a cette crise migratoire très forte. Alors, chez nous, simple, entre 2022 et 2023, on a plus 42% quand même d'enfants de MNA. Alors, je pense que c'est vraiment une crise migratoire plus que d'enfants, puisque on a eu, je crois, l'année dernière, dans les 1600-1700 entrées de soi-disant, entre guillemets, mineurs étrangers, qu'on a dû évaluer, puisque les départements, nous les évaluons nous-mêmes, nous avons formé des personnes pour le faire.
Et sur les 1600 et quelques personnes se disant mineures, on en a gardé 11,6%. Ce qui veut bien dire qu'en fait, les autres étaient majeurs et n'avaient pas lieu d'être dans le département, sauf qu'il faut quand même les évaluer, il faut les loger, il faut les nourrir pendant quand même le temps de l'évaluation. Alors chez nous, on arrive à le faire en les 3 mois, je crois à peu près, donc c'est assez rapide. Mais quand même, il faut du personnel, il faut du temps, il faut de l'argent, et tout ça nous permet pas ça coûte de l'argent, tout simplement, et l'argent qui n'est pas mis ailleurs. Voilà. De la même manière, au niveau de la santé, au département, on a encore voté la semaine dernière la mise en place de psychologues au sein des instituts médico-judiciaires, c'est ça, unités médico-judiciaires, pardon. Voilà, et on paye en fait le psychologue, puisque le APED qui était décidé, eh bien les hôpitaux sont pas capables de le mettre en place parce qu'ils n'ont pas les professionnels pour. Bon. Donc au moins, nous mettons, les psychologues, en place pour qu'au moins il y ait cette approche. Voilà, très rapidement. Donc je pense qu'après, on va répondre aux questions de façon plus... Je laisse votre collègue des Côtes-d'Armor. Madame la présidente, mesdames et messieurs les membres de la commission des droits de l'enfant, merci de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. C'est pour nous important, dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, de pouvoir être entendus et reconnus aussi dans les actions que l'on porte et les efforts que l'on mène, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des besoins des enfants. Je vais me permettre de vous lire mon propos liminaire, comme ça va me permettre de synthétiser, d'être sûr de ne rien oublier de ce que je veux vous dire, parce que les enjeux sont tels que c'est difficile de s'assurer de tout dire. Nous sommes dans une grave situation de crise structurelle et conjoncturelle. L'enfant évolue dans tout un écosystème éducatif, social, judiciaire, économique, et cet écosystème découle de l'organisation de notre société. Il est aujourd'hui fragilisé au gré des réformes sociales et structurelles, ce qui peut générer des situations de souffrance, de violence, d'exclusion chez l'enfant. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans mon propos. Il n'y a pas une réponse unique et il n'y a pas d'unique responsable, mais on a besoin d'un plan d'urgence pour faire respecter les droits de l'enfant et l'égalité des chances. Comme de nombreux départements, nous avons augmenté notre budget dédié à la protection de l'enfance afin de diversifier l'offre d'accompagnement et d'hébergement, les 1000 premiers jours, le renforcement des équipes CRIP, PMI, enfance-famille, création de 240 places, sans compter les MNA puisque ce n'est pas le sujet de l'ordre du jour, dont une maison de fratrie et des mini-mix de 4 à 6 places, une nouvelle offre expérimentale sur l'accueil inconditionnel pour sortir de l'accueil par Dominocare. Et nous avons créé 50 PEA2, placements éducatifs à domicile, un plan de formation, une enveloppe dédiée aux analyses de pratique, etc., etc. Nous avons augmenté notre budget de plus de 50% en 3 ans, alors que nous faisons face à une baisse drastique de nos recettes et que nous avons perdu notre autonomie financière. Et malgré cela, notre système demeure à l'asphyxie et nos équipes en perte de sens de leur métier. J'étais à leur côté ce matin. Avec 20 millions de recettes en moins, nous avons dû rogner sur l'ensemble de nos politiques publiques, tous secteurs confondus. Cela veut dire que notre collectivité n'est plus en mesure d'assumer pleinement son rôle de rempart des inégalités sociales et territoriales, son rôle d'amortisseur social, ce qui aura à terme des conséquences pour notre société. C'est pas facile de bouger là, c'est... Alors, excusez-moi. Pire encore, cette année, alors que nous sommes en dessous des recettes estimées dans notre BP, nous avons dû réduire notre participation sur des dispositifs de prévention. Et je me bats pour chercher d'autres financements afin de maintenir le niveau d'intervention de ces dispositifs qui sont extrêmement pertinents. D'autres départements, avec qui je suis en lien, ont dû arrêter des dispositifs avant-gardistes, comme l'accompagnement jusqu'à 25 ans des sortants de l'ASE. Nos budgets sont happés par les besoins de protection des enfants en situation de danger. En avril 2021, et entre avril 2021 et avril 2024, le nombre d'informations préoccupantes a augmenté de 37,5%. 1718 enfants sont accueillis dans nos dispositifs ASE, dont 1004 en placement familial, pour 4400 d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes entraînés, qui laisse peu d'espoir pour les enfants à venir et pour les adultes de demain.
Nous avons besoin que la prévention soit la priorité de l'État aux côtés des départements. En cela, la proposition issue des Assises de la santé de l'enfant, d'un service public de repérage, de diagnostic et surtout d'intervention précoce des enfants de 0 à 6 ans est extrêmement intéressante. Mais cela ne représente que 20% des enfants qui nous sont confiés pour ce qui nous concerne les Côtes-d'Armor. Quid des mesures engagées en santé mentale pour les plus grands? Pas un mot sur le déploiement de places en IME, ce qu'on appelle les femmes, ou la création de dispositifs communs santé éducatifs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène de saturation des dispositifs de la protection de l'enfance. La question demeure toutefois entière sur le fait de savoir si c'est l'évolution des situations de ménage qui se dégradent, ou si c'est lié à la suppression des services publics de proximité, ou à une perte de transmission transgénérationnelle des savoirs éducatifs, ou encore s'il s'agit d'un problème de santé publique, ou dans le meilleur des cas, d'un meilleur repérage des situations qui fait croître le nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. C'est peut-être tout à la fois. Ce qui est certain, en revanche, c'est que nous observons un glissement des compétences de l'État vers les départements. Les juges des enfants peuvent nous témoigner qu'ils confient des enfants à l'ASE faute de dispositif PJJ. Nous n'avons aucune structure d'accueil PJJ en Côtes-d'Armor. La dernière a fermé en 2010. Ou de décisions prises des décisions prises pour la garde des enfants par le JAF. La juridiction des affaires familiales n'est plus en mesure de répondre dans les meilleurs délais à l'explosion des divorces depuis la sortie du confinement. Et c'est l'enfant qui se retrouve la première victime d'un contexte familial qui se dégrade. De la même façon, les juges pour enfants nous confient des enfants faute de dispositifs d'accueil dans le secteur médico-social et pédopsychiatrique. Notre département est deux fois moins doté en soignants que la moyenne nationale. Cette situation, c'est sans doute la plus dramatique pour les enfants. Elle est en tous les cas celle qui nous préoccupe le plus. Des enfants subissent de plein fouet une politique nationale de l'inclusion du handicap qui n'a pas été pensée pour eux. Si la démarche paraît tout à fait louable, les conséquences de cette nouvelle politique peuvent être dramatiques pour certains enfants. Trop d'entre eux en situation de handicap se retrouvent victimes d'exclusion scolaire, sociale et éducative du fait de l'organisation de notre société. On est très loin d'une société inclusive quand on parle d'1 à 3 heures de scolarisation par semaine et que les dispositifs ULIS sont déjà saturés avec une liste d'attente. On parle désormais d'enfants à double vulnérabilité dans le secteur de la protection de l'enfance pour nommer les besoins éducatifs et de soins. Rien que pour notre département, ce sont près de 300 enfants qui sont en attente d'une orientation en IME. Entre 30 et 40% des enfants qui nous sont confiés ont une notification MDPH. C'est un phénomène nouveau. Les départements doivent donc assumer les glissements de compétences dans les domaines des affaires familiales, de la PJJ et du médico-social sans aucun soutien de l'État ou à très très faible dose. Il n'est alors pas difficile de comprendre pourquoi notre système est à bout de souffle. Et plus encore, nous devons réinventer nos modalités d'intervention pour pallier la fermeture des services publics comme la maternité de Guingamp. Ces enfants dits à double vulnérabilité ou à besoins multiples présentent des difficultés telles qu'ils cumulent les ruptures de parcours, que ce soit chez les assistants familiaux, et ce malgré les dispositifs de soutien aux professionnels, ou dans les structures d'accueil. Ce sont les enfants placés et déplacés, dont parlaient mes collègues élus. Ce phénomène est aujourd'hui alarmant et est une conséquence indirecte de la politique d'inclusion du handicap qui n'a pas été suffisamment pensée dans sa globalité. À titre d'exemple, une structure que nous venions d'ouvrir avec un partenaire pour répondre aux besoins de ces enfants avec un accompagnement très renforcé. 8 ETP formés, dont un temps de pédopsychiatrie et un ETP de psycho, pour 3 enfants accueillis en collectif et 2 enfants accueillis en hébergement diffus. Ce partenaire a dû suspendre son activité, faute de partenariat opérant avec le secteur médico-social, et ce malgré leur participation au comité de pilotage. Les professionnels de la protection de l'enfance se retrouvent isolés face à des problématiques de soins dont ils n'ont pas la compétence. Ces enfants sont aujourd'hui hospitalisés et la plupart des professionnels en arrêt. Si le projet de politique nationale est de créer une société 100% inclusive, alors il est urgent de construire des dispositifs communs et décloisonner les services pour répondre aux problématiques de santé et d'éducation des enfants confiés à l'ASE et répondre aux besoins d'accompagnement des familles. Je suis intimement convaincue, comme de nombreux professionnels et acteurs associatifs, que c'est le virage que doit prendre la protection de l'enfance avec le secteur médico-social et pédopsychiatrique dans le cadre d'une approche globale. Mêlons les savoirs du social avec ceux du sanitaire. Je tiens néanmoins à soulever que l'ARS peut avoir des positions différentes d'un département à l'autre, au risque de créer des inégalités de chance pour les enfants confiés.
Par exemple, l'ARS nous a refusé de cofinancer des dispositifs communs dans le cadre des 50 000 solutions, ce qui n'est pas le cas pour d'autres départements. En revanche, il crée 8 places en IME, dont 3 réservées à l'ASE. Je ne sais pas si je dois applaudir ou pleurer. Par ailleurs, les créations de dispositifs ASE sur des délais très courts ont mis en exergue les difficultés de recrutement et les tensions sur le foncier. S'agissant de la formation, nous sommes plusieurs départements à appeler de nos vœux de la sortie des métiers du social de Parcoursup. On ne fait pas ce métier par défaut. Les turnovers et les arrêts maladie sont extrêmement préoccupants. Vous l'aurez compris, je l'espère, au travers de mon propos, que ce n'est pas en mettant les départements sous tutelle de l'État que nous transformerons ce système, si je m'appuie sur la proposition d'Éric Woerth. Et c'est encore moins en recentralisant la protection de l'enfance, n'en déplaise à Liès Loufoque avec qui j'ai pu en échanger, que nous réglerons les problèmes et réduirons les inégalités territoriales. En témoignent mes propos sur l'ARS. L'État lui-même montre déjà des défaillances dans ses domaines de compétences et n'est pas en mesure de garantir l'égalité des chances pour les enfants en situation de handicap. Un mot pour conclure. L'été dernier, le préfet nous informe qu'il n'a plus de budget. Il est donc dans l'obligation de suspendre l'accueil d'une dizaine de familles étrangères et de les renvoyer à la rue. Nous avons repris, à nos frais, le financement de ces hébergements. Il y avait dans ces familles des enfants. Sans moyens, pas de protection et encore moins de prévention. C'est pourquoi je fais partie des départements qui demandent des états généraux à l'échelle de chaque département pour pouvoir avoir une vision claire des besoins en matière d'accompagnement de l'enfance. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une première série d'interventions. Chers collègues, si on veut avoir un maximum de temps d'échange, vous allez à l'essentiel. Donc, Michel. Oui, donc je ne ferai pas de propos liminaires. Je suis en total accord avec le propos liminaire de ma présidente. Simplement, il y a en cours une mission MENA qui se termine avec ma collègue Elsa Faucillon. Et donc, fin juin, début juillet, elle sera rendue. C'est au sein de la délégation aux droits des enfants, évidemment, qui nous l'ont confiée. Ensuite, j'ai rendu avec ma collègue Isabelle Santiago une mission très flash, puisque nous connaissions le sujet sur les crèches au mois de octobre-novembre. Et j'ai commis avec un de mes collègues de la Commission des affaires sociales le rapport d'application sur la loi Taquet, donc rien sur la PMI qui est sorti comme décret. On me demandait d'attendre donc les assises de la pédiatrie, évidemment, qui ont été rendues fin avril, avec de bonnes choses. C'est pas complet à mon avis, mais bon, c'est de bonnes choses. Et ensuite, moi, je voulais vous interroger. 3 départements présents, également Madame Le Disco, et je voulais vous entendre aussi sur, j'ai entendu prévention depuis tout à l'heure à maintes reprises, la reprise peu ou prou par rapport à l'éventualité qui sort du rapport Woerth de l'État sur la PMI. La PMI, bon, tout à l'heure, je suis sortie un peu des clous. J'ai eu un rappel de ma présidente, mais voilà, la PMI, j'ai commis un rapport en 2018, j'ai rendu en 2019 un rapport gouvernemental sur sauver la PMI. Je suis toujours dans cette voie-là de sauver la PMI, et les années passent et on essaye de faire après budget après budget de la sécurité sociale, passer quelques j'ai du mal, recommandations de mon rapport. Elles passent. On a mis de l'argent, mais c'est pas suffisant. Comme vous disiez, un déficit de ressources humaines. Il y a beaucoup de choses à revoir au niveau des formations, même au niveau même de la formation de ces métiers-là, et ceux de la PMI. Et puis évidemment ceux de la protection de l'enfance, de l'ASE. Et je voulais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez du rapport Woerth, parce que ça m'intéresse beaucoup, et le partage peu ou prou des responsabilités sur la protection de l'enfance, y compris évidemment la prévention, la PMI. Voilà, j'aimerais bien avoir de chacun de vous, y compris Madame Le Disco, vos ressentis. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Portier.
Merci Madame la Présidente, merci pour vos différentes interventions. Je voudrais revenir sur la question du logement des mineurs par l'aide sociale à l'enfance. Dans un communiqué de presse de février dernier, le département de France affirmait que la loi Taquet était une bonne intention, je cite, mais inapplicable. Vous visiez ainsi tout particulièrement la disposition qui interdit de placer les enfants de moins de 16 ans dans des hôtels faute de mieux. En avril dernier, pour la première fois en France, le département du Nord a ouvert un logement de fonction de collège qui était laissé vacant pour y accueillir des enfants de l'ASE. Après inventaire, ce département a constaté qu'il identifiait près de 80 logements qui pourraient être disponibles et prévoyait près de 70 places dans les prochaines semaines. Est-ce que cette expérimentation-là, dans le Nord, d'après vous, pourrait être applicable, transposable dans d'autres territoires? Est-ce qu'elle pourrait apporter une solution? Et de manière plus générale, est-ce que vous identifiez des réserves de logements que l'on pourrait mobiliser utilement pour ces enfants? Je vous remercie. Merci. Donc, je vais faire, après, on va alterner. Caroline? Merci Madame la Présidente et merci à vous pour cette audition qui me paraît très importante dans nos travaux puisque nous avons de nombreux sujets, mais vous êtes évidemment les acteurs, les pilotes de cette politique qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a régulièrement des reportages qui attirent l'attention sur des situations individuelles dramatiques ou sur des associations en difficulté. Moi, je crois que sur ce sujet, il faut à un moment donné qu'on avance, parce que je vous entendais, par exemple, Madame, regretter le manque de place dans les IME, enfin les dames maintenant, les dispositifs, de la même façon dans les ITEP, et pour avoir travaillé dans le secteur médico-social, notamment dans le champ de la protection de l'enfance, et contribué notamment à la signature de ces pommes tripartites, je trouve que ce jeu de ping-pong entre les différentes autorités de contrôle et de financement que sont les ARS, les départements, dans une moindre mesure les communes, est pas toujours bénéfique pour les usagers. Et évidemment, c'est l'intérêt de ces usagers qui doit nous rassembler. Et donc, je rejoins ce que disait ma collègue Michèle Perron sur l'opportunité de ce rapport Woerth qui pose la question d'une éventuelle recentralisation de cette politique, ou en tout cas, à un moment donné, que l'on tranche ce débat, parce que, pour ma part, je ne peux pas me satisfaire de ce renvoi de responsabilité permanent dans un cadre considéré que c'est l'ARS qui devrait, en oubliant quand même que la France s'est vue interpellée par différentes organisations internationales, je pense à l'ONU en 2022, au Conseil de l'Europe encore en 2023, sur la nécessité de mettre en place ce virage inclusif qui est une demande forte parce que ça permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à leurs droits. Et donc c'est une nécessité. Donc quand je vous entends dire que ce sont les usagers qui subissent de plein fouet les conséquences d'une politique d'inclusion sociale, je crois que, au contraire, la France s'honore à mettre en œuvre ce virage-là. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on avance et qu'il faut à un moment donné que l'on décide qui fait quoi, qui finance quoi et qui assume les conséquences d'une politique dont il ou elle a la charge. Voilà, donc je rejoins la question de ma collègue et en effet, je pense qu'il faudrait que l'on évoque cette piste du rapport Woerth. Merci. Merci Caroline. Madame Martin? Merci Madame la Présidente. Juste deux choses. 77% des magistrats qui ont été interrogés dans le cadre du syndicat des magistrats ont dit, avoué, n'avoir pu prendre de décision de placement des enfants par manque de place. Est-ce que vous disposez, j'ai cherché, est-ce que vous disposez de données chiffrées des placements qui sont refusés sur l'ensemble du territoire français dans les départements? Ça, c'est une chose. Ensuite, je voudrais parler, il y a les enfants qui ont moins de 16 ans et puis il y a les enfants qui sortent à leur majorité du dispositif. C'est un sujet qui me paraît très important. Je suis conseillère départementale aussi dans les Alpes-Maritimes et très impliquée dans des sujets comme ceux de la délinquance des mineurs, même si loin de moi l'idée de faire des amalgames. Mais que pensez-vous de la nécessité de renforcer la prise en charge des enfants qui ont atteint leur majorité et qui étaient pris en charge par la protection de l'enfance? Merci. Monsieur Pouillat? Oui, merci Madame la Présidente. Mesdames les vice-présidentes, mesdames, messieurs. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour
effectivement les propos en règle générale qui ont été tenus pour s'accorder à dire que nous devons agir collectivement et dans le même sens au bénéfice des enfants. Vous dire aussi que, justement, en ce sens, je trouve qu'il est intéressant de réfléchir à comment on peut y arriver. C'est-à-dire que, ok, vous l'avez rappelé, les problématiques sont nombreuses. La prise en charge est de plus en plus complexe, notamment en matière de santé mentale, un sujet par ailleurs que je connais bien, puisque je sais que avoir fait des rapports sur le sujet, je sais que la santé mentale, notamment des jeunes, s'est fortement dégradée dans notre pays depuis maintenant plusieurs années. Et donc forcément, leur prise en charge, même dans le champ de l'ASE, devient également plus complexe. Il se trouve aussi que je suis rapporteur budgétaire sur la prison et la PJJ, donc alors nous mettons le budget de la PJJ augmenté de plus de 10% et de plus de 15% pour le personnel l'année dernière. Nous mettons des moyens, mais nous partons de tellement loin, je vous l'avoue, et j'en assume pas l'héritage, hein, mais nous partons de tellement loin que forcément il faut mettre toujours plus. Et toujours plus à un moment où ça demande toujours plus de pouvoir prendre en charge correctement. Donc on a un peu l'impression d'une réponse jamais à la hauteur. Voilà, collectivement j'entends, hein, voilà. D'un puissant fond, tout à fait. Donc ma question était effectivement rejoignait un peu celle de mes collègues, c'est-à-dire que à un moment donné, on peut tous ou se tirer des balles les uns sur les autres, ou considérer que il en faut toujours plus de moyens et on ne sait pas si un jour on y arrivera, ou alors est-ce qu'il faut trouver un moyen de financement et d'accompagnement qui puisse être différent. Je pense notamment à la question du fléchage des recettes. C'est-à-dire est-ce qu'on peut par exemple imaginer la question de créer des établissements publics ou des choses comme ça, sous bien sûr l'autorité des départements, mais qui permettrait un fléchage de recettes, une stabilité financière de ces établissements. Parce que typiquement, moi je vous donne le cas de la Gironde. Moi en Gironde, j'ai un département qui a 110 millions de déficit. Je ne pense pas, et qui a un résultat en matière d'ASE qui est catastrophique. Je ne pense pas que c'est parce qu'il a mis 110 millions dans l'ASE que le département aujourd'hui est endetté. Or, je vois bien que comme il va avoir du mal à affronter, à mettre à l'équilibre son budget dans les années qui viennent, je vois bien que il va pas mettre plus de moyens dans l'ASE. Voilà. Et donc, je vois bien que ce n'est pas dans mon département que la situation des mineurs va s'améliorer. En tout cas, la prise en charge par le département. Et donc, ça va être le ping-pong à nouveau. Ah, mais il faut que l'État nous donne plus, etc. Bon. Et donc, est-ce que on parle de rapport Eric Woerth, mais est-ce que dans cet esprit, on va dire, il ne serait pas intéressant d'avoir des établissements ou en tout cas des politiques, des structures qui permettent une garantie financière et pérenne des établissements et de faire en sorte qu'on arrête de se renvoyer la balle et qu'on travaille tous ensemble dans l'intérêt des enfants. Merci. Merci beaucoup. Et la dernière interlocutrice, Madame Ingrid Dordain, pardon. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je vous remercie toutes pour vos interventions. Je vais être assez rapide. Je travaille depuis de nombreuses années sur le handicap et donc là, depuis quelques mois, sur la double vulnérabilité. Et donc forcément, j'ai été très interpellée par vos propos, Madame Marchand, sur cette impossibilité d'avoir pu travailler avec l'ARS, en tout cas dans le cadre des 50 000 solutions, puisque députée dans la Somme, notre département a travaillé étroitement avec l'ARS et j'ai pu d'ailleurs suivre les travaux et pouvoir justement apporter plus de solutions pour les enfants porteurs de handicap et sous protection de l'enfance ou pas. Mais voilà, donc ça m'interroge et je serais intéressée de savoir si ça s'est passé également, en tout cas s'il y a également eu des difficultés sur les autres départements concernant en tout cas ce travail conjoint avec les 50 000 solutions. Ensuite, sur le qui fait quoi. Alors effectivement, là, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des organisations gestionnaires de mon département et alors des associations qui ont 20 ans d'expérience, qui ont plusieurs établissements, qui essayent de se développer, qui essayent de se transformer. Ce n'est pas simple, mais ils me renvoient tous la même problématique. Qui fait quoi? Ils sont perdus entre l'ARS, entre le conseil départemental, entre la municipalité, les projets innovants, les manifestations. Enfin voilà. En tout cas, il y a une succession de choses, succession d'acteurs, et les organisations sont un peu perdues. Et forcément, ça impacte notamment l'accompagnement des enfants, mais d'autant plus l'attractivité des métiers, où si les organisations elles-mêmes ne savent plus où elles vont, les travailleurs sociaux eux-mêmes ne peuvent plus avoir de sens dans leurs activités, dans leur travail.
Et je vous rejoindrai également sur le Parcoursup. Moi, je suis également une grande défendeuse de retirer les métiers du social de Parcoursup. On sent une dégradation, en tout cas de la formation et des diplômes, hein, depuis cette intégration où les jeunes, on a l'impression qu'ils suivent, enfin, c'est pas on a l'impression puisqu'ils me l'ont dit, ils choisissent par dépit, en fait, alors qu'avant, c'était une vocation. Je ne devrais pas dire ça, mais voilà. Merci beaucoup. Avant de vous redonner la parole, je veux juste vous rappeler des questions que je vais te poser sur lesquelles vous n'avez pas forcément répondu. Le fait de séparer tout ce qui est, alors j'ai parlé PMI, mais également social, la partie, tout ce qui est évaluation, agrément, CRIP, etc., enfin, information préoccupante d'un côté, et garder que la partie soutien, parentalité de l'autre, parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de familles qui ne veulent plus aller vers les services sociaux de peur de se faire placer les enfants. Donc ça, j'aimerais vous entendre dessus. La création de la cellule de crise pour les cas complexes par département. Les taux d'encadrement, vous avez bien évité, mais du coup, je vous relance quand même sur les taux d'encadrement. Oui, mais à votre avis, sous quelle j'allais dire, trajectoire il faudrait y aller, parce que je pense personnellement qu'il faudrait y aller. Et enfin, donc, mes collègues vous ont reparlé des scénarios d'Éric Woerth, donc ça sera intéressant que vous entendiez. Et la partie statut pour les enfants tiers dignes de confiance à accueil durable bénévole, avec un suivi quand même par le département, même quand ils sont dans ces familles-là, et le même statut, j'allais dire, les enfants de l'ASE, c'est-à-dire droit au contrat jeune majeur, bourse, etc., à la fin, pour décharger un petit peu financièrement et administrativement les familles qui accueilleraient ces enfants. Voilà, je vous laisse la parole. Je sais que Madame Koun, vous avez donc et si les autres vice-présidentes ne m'en veulent pas, on vous passe la parole en premier, puisque vous avez votre train après. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Alors sur les 50 000 solutions, voilà comment ça s'est passé en Moselle. L'ARS Grand Est a lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a à peu près 2 mois maintenant, aujourd'hui, sur les 50 000 solutions, avec des réponses attendues pour fin juin dans une première réponse et des réponses attendues plus tard en fin d'année pour un deuxième cycle de réponses. L'appel à projet s'est fait sans diagnostic préalable dans le département. Ça a été un choix assumé par l'ARS pour ne pas perdre les crédits disponibles. Je cite et je referme la parenthèse. Et par contre, tous les établissements accueillant des enfants confiés ne peuvent pas répondre à l'appel à manifestation d'intérêt puisque ce sont les établissements qui disposent d'une double habilitation, département et ARS. C'est la raison pour laquelle le président du département, Patrick Weiten, a eu un entretien avec la directrice générale de l'ARS du Grand Est, lui a signifié cette difficulté, cette incongruité, et il a souhaité que... D'ailleurs, il a écrit et il a fait un certain nombre de propositions sur la double vulnérabilité qui ont été envoyées récemment à la direction générale Grand Est de l'ARS. La question qui nous est posée et qui nous anime, c'est est-ce que les crédits et les moyens seront suffisants pour répondre à l'ensemble des besoins ? Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le département a fait en sorte que les enfants dits à double vulnérabilité ne soient pas oubliés dans le cadre des 50 000 solutions. Et il y a bien évidemment les enfants à double vulnérabilité, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas confiés à l'aide sociale à l'enfance, qui sont bien heureusement dans leur famille et qui ont d'extrêmes difficultés à pouvoir vivre l'école inclusive. Certains y sont, mais c'est difficile au quotidien, à la fois pour les enseignants, à la fois pour les parents, à la fois pour les AESH. Et il ne faut pas oublier non plus ces enfants dans le cadre d'un suivi peut-être un peu plus intensif sur leur quotidien et une orientation, alors à plus ou moins long terme, vers un établissement, mais au moins qu'on puisse avoir des établissements qui interviennent sous la forme d'équipes mobiles, par exemple, auprès de l'éducation nationale. Voilà où on en est on a préconisé un certain nombre de dispositions et on a aussi émis plusieurs hypothèses et plusieurs idées, notamment en fonction de la mise à disposition dans les établissements de protection de l'enfance de personnels soignants habilités et compétents pour pouvoir agir en soutien des équipes éducatives. On a fait un certain nombre de propositions sur des dispositifs qui pourraient accueillir à la fois le social et le médico-social. Enfin, on a fait un certain nombre de propositions dans cette dynamique-là. Et on a aussi voulu faire conforter par l'ARS Grand Est les dispositifs qu'on avait pu mettre en place dans le cadre de la première contractualisation enfance,
parce que le département a créé 3 dispositifs importants. Le premier, c'est une maison éducative et thérapeutique qui accueille des enfants en grande fragilité de santé psychologique, santé physique aussi. C'est des dispositifs qui accueillent 7 enfants et qui coûtent en gestion 1 million d'euros par an. Et d'ailleurs, monsieur le député, on a développé aussi ce dispositif en lien avec la PJJ en Moselle. Et on a doublé la capacité d'accueil en lien avec la PJJ qui accueille maintenant des garçons issus de la PJJ sur le même dispositif. On a mis de la mixité. Alors, ils ne sont pas ensemble, mais on a mis de la mixité dans le dispositif. Voilà. Et puis, on a créé aussi une équipe mobile d'intervention pour soutien des équipes éducatives au sein des établissements enfance-famille. Et on a créé aussi ce qu'on appelait un SAS. Ce sont des enfants, c'est un peu à l'image des Cretons. On a un certain nombre d'enfants qui sont en situation de double vulnérabilité présentant un handicap et qui sont restés dans les MEX, mais qui dépassent l'âge des 18 ans. Et ça pose un certain nombre de difficultés, bien évidemment, vous pouvez l'imaginer. Et donc, on a créé un dispositif en lien avec un IME, et les enfants sont sortis de la MEX, sont confiés à ce dispositif particulier dans l'attente d'avoir une place disponible dans les établissements pouvant les accueillir. Donc, c'est des dispositifs qui sont petits par leurs moyens. On accueille 6, 7, 8 enfants maximum. Et même là, pour des dispositifs, on travaille avec des établissements qui ont en gestion des IME et des établissements médico-sociaux. Mais même eux ont des difficultés pour les faire entrer dans leurs propres dispositifs et dans leurs propres établissements. Est-ce qu'on peut vous énoncer comme oui, voilà ce qu'on peut vous dire, ce qu'on a pu faire en Moselle, ce qu'on essaie de faire, mais effectivement, c'est à petite échelle. Hein. Et par contre, la Mette, ça, si vous voulez venir voir, franchement, c'est une maison, c'est très important pour les enfants. Hein. C'est vraiment des enfants très, très hard, entre guillemets, si on peut dire. Et donc, on a mis cette mixité maintenant. Et justement, en parallèle, avec la PJJ, bon, je suis désolée, si vous n'avez que 18 places et vous, pas du tout de travail. Nous, on travaille énormément avec la PJJ, hein, même sur la prostitution. On travaille avec... Enfin, on travaille énormément, nous, avec la PJJ. Alors, est-ce qu'on est privilégié? On a peut-être des liens privilégiés en Moselle où on a pu créer tous ces liens. Et c'est ensemble, hein, comme on dit toujours. Hein, seul on va vite, ensemble on va loin. Donc, c'est en créant tous ces liens, mais en ayant tous ces dispositifs qu'on peut avancer, effectivement. Et vous parliez justement de la sortie des majeurs, des jeunes majeurs. Nous, il n'y a pas de sortie sèche en Moselle non plus. Bon, je vous donne c'est mon exemple. Hein. Nous, on les suit au-delà de leur majorité. Et on a même mis en place le droit au retour. Hein. Donc, si certains enfants jusqu'à 18 ans, certains veulent sortir, même 25 ans, jusqu'à 25 ans, ils peuvent revenir. Parce qu'on part du principe, ils peuvent avoir envie de partir à un moment donné. Ils vont oublier ce qu'ils ont pu vivre en tant qu'enfants d'ASE. Mais tout d'un coup, ils se rendent compte qu'on était un petit peu coucounés quand même. Et ils peuvent revenir sans aucun problème. Et on a actuellement, si je ne me trompe pas, 172 contrats jeunes majeurs. Et dans ces 172-là, on a 279 contrats jeunes majeurs. On en a 172, entre guillemets, pour des jeunes. Voilà, et on en a 107 pour des mineurs non accompagnés en contrat jeunes majeurs. Il n'y a pas de sortie sèche chez nous. On a mis en place, c'est un désir. Le président apporte une très grande importance à la protection de l'enfance et c'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'on les met dehors. Pardon, on les laisse sortir s'ils désirent sortir et on a mis en place ce droit au retour s'ils en ont besoin. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui. Ah bah, c'est dommage si vous partez. Non, je vais me permettre de répondre justement, parce que je crois que je n'ai pas été suffisamment claire dans mon intervention. Il y a la question qui se pose en débat en ce moment, la recentralisation. Est-ce que c'est la solution pour la protection de l'enfance? Ce que je pointe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a des difficultés partout. Donc, pour moi, c'est clair que ce n'est pas la solution, la recentralisation de la protection de l'enfance. On ne va pas faire de miracle, en fait. Il y a une vraie question, par contre, sur le projet de l'inclusion, la politique de l'inclusion du handicap. Je ne remets pas en cause le fait qu'on puisse mettre ça en place. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'elle n'a pas été suffisamment anticipée. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a des enfants, beaucoup trop d'enfants, qui la subissent. Parce que certains sont scolarisés qu'1 heure par semaine, 3 heures par semaine.
Les familles se retrouvent en difficulté à gérer des enfants qui développent des troubles du comportement, des violences à l'école. Les enseignants se mettent en arrêt, les parents réagissent. J'ai été adjointe aux affaires scolaires, je sais comment ça se passe. Ce sont des enfants qui sont exclus de la société. Et donc ça, c'est inimaginable. Donc on n'est pas dans la politique, je pense, en tous les cas, j'espère que c'est pas le cas, on n'est pas dans la politique que le gouvernement a voulu quand il a mis en place cette politique de l'inclusion du handicap. Donc il nous faut absolument travailler là-dessus. Je dis pas, et aujourd'hui, comme on n'est pas prêt, et on ne sera pas prêt demain, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, parce qu'il y a un changement des pratiques professionnelles qui est important à opérer. Et ce n'est pas rien de changer les pratiques professionnelles. Notre département est essentiellement organisé en régie sur la protection sur la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Et donc, je travaille au quotidien aux côtés des équipes, et c'est pour ça que ce matin, j'étais à la rencontre d'une partie d'entre elles sur une maison du département. Dès lors qu'on amène une nouvelle façon de travailler, une nouvelle approche, ça nécessite une réflexion approfondie. Et c'est comme ça que sont basés les métiers du social. Et je suis éducatrice spécialisée de formation, j'ai travaillé à la PJJ. Et ce temps de réflexion longue, on ne l'a plus. On est pris dans un système qui nous impose une urgence. Il faut être bon tout de suite, et on ne se donne pas le temps. En fait, cette politique de l'inclusion, je pense que oui, elle serait avantageuse pour les enfants. Oui, mais elle aurait dû être préparée sur ces 15 ans. Préparée sur la formation des professionnels, attention, on va vers un changement de pratique, on va décloisonner nos façons de fonctionner. Aujourd'hui, force est de constater que chacun reste encore dans son couloir d'intervention et qu'il est très difficile de créer de véritables partenariats entre les professionnels de terrain. Ce que nous, on peut penser en haut lieu sur le plan théorique est très intéressant, mais ce qui doit nous intéresser en premier lieu, c'est comment ça se passe sur le terrain. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué. La question de la formation, elle est cruciale. Et quand on voit justement sur Parcoursup, moi je fais une intervention tous les ans à Ascoria sur l'Institut de formation des travailleurs sociaux dans mon département, et je vois bien que la question de la protection de l'enfance n'est pas du tout approfondie en fait. C'est balayé très largement. Mais quand on voit les situations auxquelles sont confrontés les professionnels qui sont de plus en plus jeunes, on va avoir sur le terrain des professionnels d'à peine 20 ans qui sont face à des situations dramatiques, des violences extrêmes. On parle d'abus sexuels sur des bébés, enfin, il y a des situations, mais on est presque dans un film d'horreur quelquefois. Et c'est eux qui vont absorber ça en premier lieu. Donc forcément, derrière, il y a des arrêts, forcément, derrière. Et on peut mettre en place tout ce que l'on veut. Donc vraiment, pour moi, l'enjeu initial, c'est la formation. Il faut préparer les choses sur l'inclusion du handicap. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait des ouvertures en place d'âme, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. Moi, j'ai entre 30 et 40% des enfants qui sont confiés dans nos structures ont une notification MDPH. On a 15 enfants qui sont répartis dans la France pour une prise en charge individualisée, parce que nous ne sommes pas en mesure de les accompagner sur notre département. Vous voyez, je suis capable de vous dire les manquements que nous avons. En fait, nous avons tous des difficultés. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait. Et c'est pour ça que c'est une question de moyens. Parce que la politique de la protection de l'enfance n'a pas du tout été pensée, aboutie sur sa décentralisation. En fait, comme on donne par exemple, on a décentralisé le RSA que maintenant on veut recentraliser. On a accompagné par des moyens financiers les départements pour qu'ils puissent accompagner par des professionnels l'insertion de ces personnes bénéficiaires du RSA. En protection de l'enfance, rien. Rien du tout. Débrouillez-vous avec vos recettes. C'était jusque-là, quand on avait les pouvoirs de taux, on pouvait lever l'impôt pour pouvoir justement recruter un peu plus, développer des services. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est sur des recettes fragiles. Je suis désolée de le dire, mais vraiment, la question pour pouvoir apporter un véritable accompagnement digne, c'est bien la question du financement. Alors, je vais répondre sur la question Verse. Je trouve que son projet de financement de la collectivité n'est pas inintéressant. Pour le coup, c'est à étudier. Au moins, ça a plus de sens. Ça nous permet de retrouver une autonomie financière. C'est ce dont on a besoin. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas inintéressant. Sur la question du taux d'encadrement, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'un dispositif où on a un taux d'encadrement extrêmement fort pour très peu d'enfants. On a plusieurs dispositifs comme celui-ci dans le département pour faire justement essayer d'accompagner au mieux ces enfants à besoin multiples ou d'une vulnérabilité. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, dans l'idée, oui. Clairement, il faut attendre l'encadrement. C'est même pas normal qu'en protection d'enfance, on n'ait pas de taux d'encadrement, en fait. Donc, on devrait savoir, on devrait avoir un cahier des charges qui nous dise combien de professionnels pour tant de jeunes. Et oui, sauf que
Si vous mettez ça en place, ça veut dire que les départements vont devoir recruter pour pouvoir appliquer cette loi. Non mais attention, parce que je vous en parle quand même tout de suite, parce que justement, si c'est une trajectoire, les départements vont devoir recruter pour ceux qui ont des services qui ne sont pas assez attendus là, puissent mettre du renfort de professionnels, donc, ou augmenter leur soutien financier aux partenaires. Ce qui va se passer, c'est que soit ils ne pourront plus créer de nouvelles structures, soit ils vont fermer des structures existantes parce qu'ils ne pourront plus justement accompagner financièrement ce besoin de taux d'encadrement. Je pense qu'il serait intéressant dans un premier temps de mettre en place un guide national qui ferait document de référence pour l'ensemble des départements suite à un temps de travail avec des personnes expertes sur le sujet. Ce guide méthodologique serait une première étape en fait vers ce taux d'encadrement. Ça nous amènerait petit à petit à se dire que c'est vers là qu'il faut qu'on aille, sans avoir une contrainte qui risque d'avoir des conséquences dramatiques. Et puis, quelques temps plus tard, aller sur le décret qui imposera ce taux d'encadrement. Sur la question de la PMI, vous avez posé plein de questions, alors j'essaie de... Sur la question de la PMI, je ne comprends pas bien le sens de mettre la PMI d'un côté sur le soutien à la parentalité et les IP à part. Parce que... Je vais vous expliquer. Ouais, d'accord. Pour avoir rencontré pas mal de parents, les parents n'osent plus aller demander de l'aide à la PMI. Ils n'osent plus y aller parce qu'ils ont très peur que la réponse soit placement. Donc, on en a discuté, hein. Enfin, ça revient alors après, voilà. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas séparer cette PMI en deux? Une partie qui est vraiment sur prévention, accompagnement de la parentalité, mais qui ne soit pas en même temps ceux qui font les agréments, ceux qui font les IP, ce genre de choses. Parce que quand bien même c'est le travailleur social avec qui vous êtes, qui fait l'IP, qui fait placer votre enfant, comment derrière on travaille avec lui? C'est plus possible. Il faut qu'on garde quand même un lien entre travailleurs sociaux, j'allais dire, qui accompagnent les familles et ceux qui vont placer, parce que sinon on casse la relation de confiance et on empêche les gens de venir vers les services sociaux. Je vous alerte vraiment, pour l'avoir vu dans plusieurs départements, les gens sont réticents à aller dire qu'ils ont un problème auprès des services sociaux, que ce soit PMI ou plus grand. Donc je pense vraiment, je ne sais pas si c'est la solution en deux, mais je pense qu'il faut se poser cette question-là à un moment. Je vais terminer pour répondre là-dessus. Moi, le risque que j'y vois, c'est qu'on va remettre en fait dans des couloirs des personnes sur des compétences spécifiques et on sera plus sur une approche transversale. Je pense que la PMI intervient aussi dans les écoles. Elles font des évaluations de santé qui sont appréciées par les familles. C'est un premier contact, un premier repérage avec elles. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que comment on fait? Parce que les psychologues des collèges peuvent faire des signalements aussi. Un enfant peut parler à un psychologue, il va faire un signalement. Ça veut dire qu'on va perdre confiance en tout notre système et quand un travailleur social intervient auprès d'une famille dans le cadre d'un soutien, une AEMO par exemple, et qu'au bout d'un moment la situation se dégrade, c'est lui qui va porter le fait, il est référent de la situation, il va porter le fait qu'à un moment donné il faut aller vers un placement. Donc le risque, il est là en fait. Je crois que c'est le même risque. Je crois que c'est pas, je n'y vois pas moi une solution sur le fait, mais j'en échangerai avec les équipes de terrain. Je pense que c'est intéressant. Je voulais juste vous dire, nous, on l'a mis en place en séparant déjà d'un côté les évaluations et le travail à côté de la famille. On a partagé déjà la PMI, donc on travaille déjà dans ce sens-là. Et effectivement, c'est plus pertinent pour les parents. Je vous invite, si vous voulez, en même temps que la MET, venir voir comment on travaille. Ceux qui font les évaluations font les évaluations. Alors, que se passe-t-il dans le Val d'Oise? Alors, c'est moins loin, oui, mais c'est là où on voit quand même que les territoires sont différents. Bon, en ce qui concerne la PMI, nous, on a tout essayé, puisqu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps un bus PMI, justement. Et on se rendait compte que les gens ne venaient pas à la PMI. Alors, bien sûr, il y en a parce qu'ils ont peur du placement, etc. Mais pas forcément. Il y a des problèmes culturels. Hein, il y a des dames qui n'osent pas venir à la PMI. Et on se rend compte que le bus que l'on a mis en place, en fait, il est sur deux territoires complètement différents, c'est-à-dire sur Argenteuil, qui est vraiment la plaine dans les cités d'Argenteuil, où là, on avait une PMI qui était
vraie PMI, j'allais dire, en place, et on se rendait compte qu'il n'y avait personne. Donc on s'est dit, s'ils ne vont pas vers nous, nous allons aller vers eux. Et on se rend compte que ça ne marche pas tellement bien. Et ce bus va aussi dans le côté rural du département, dans tous les petits villages. Et là, on se rend compte que ça fonctionne très bien dans les petits villages, simplement parce que les mamans viennent, parce qu'avant, elles n'allaient pas, parce que c'était trop loin. Donc je pense, voilà, il y a des choses extrêmement différentes et je pense qu'on ne peut pas tout généraliser. Alors, sur la problématique de savoir si on doit recentraliser plutôt l'aide à l'enfance, alors pour ma part, je suis extrêmement contre. Parce que je dis, il ne faut pas mettre l'un contre l'autre. Je pense que le département a des devoirs, j'allais dire pas des devoirs, des compétences d'État, et les départements en ont d'autres, et je pense qu'il faut travailler ensemble. C'est ce à quoi nous essayons de tendre depuis très longtemps sur le Val d'Oise, puisque quand on est en ODPE, vraiment, on a l'État, le préfet assiste aussi à l'ODPE, et voilà, et on travaille extrêmement bien ensemble, chacun avec sa capacité. Alors, je pense que l'État a en charge la santé, par exemple. Donc, voilà, là-dessus, on est tout à fait d'accord qu'ils prennent en charge tout ce qui est côté santé. Il a en charge la justice. Par contre, tout ce qui est placement j'allais dire, qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, je pense qu'on a, nous, notre connaissance du territoire, notre connaissance des enfants, de quel quartier ils viennent. Je pense que si, alors où l'État peut peut-être nous aider, c'est qu'on a des difficultés quand on dit on ne peut pas, où on met les enfants. Voilà, on nous a dit est-ce que vous les mettez à l'hôtel, etc. Bon, dans le Val d'Oise, on a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on en a très peu à l'hôtel. On en a encore un tout petit peu parce que il faut créer les places. On nous a, alors monsieur, je crois que c'est monsieur qui nous a parlé d'expérimentation sur les logements de fonction de collège. Alors moi j'ai posé la question, chez nous c'est difficile puisque le département a délégué au collège la gestion de leur propre logement de fonction. Donc on n'a plus la main dessus. Et on se rend compte aussi que, on a si on prend ce type de logement, c'est pas forcément non plus très bon parce qu'ils sont pas en très bon état, etc. Et donc c'est pas des bonnes choses. Alors nous, on a doublé la capacité de notre maison de l'enfance, puisqu'on a aussi aujourd'hui presque 80 places dans cette maison, 84 places, voilà. On est passé de 40 à 84 places, ce qui est déjà important. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Et donc, on a voté encore le mois dernier l'achat de 2 maisons. On a acheté des maisons pour mettre les enfants qui étaient en plus. Alors forcément, ça a un coût très important puisque ça implique aussi une décentralisation des éducateurs, une embauche d'éducateurs qu'il faut trouver, tout le monde le dit, voilà. Mais je pense que c'est important, mais comme disait madame, c'est aussi un petit peu un puits sans fond et on se dit où on va aller, puisqu'on ne pourra pas tous les caser quelque part. Alors, et puis on a aussi cette difficulté qui est dans les différentes communes, parce qu'aucune commune ne veut de prison, tout le monde veut placer les enfants, mais personne ne veut que ça soit à côté de chez soi. Et ça aussi, c'est une grosse difficulté pour nous quand on a acheté les maisons. Là, il y a encore quelques jours, j'avais l'interpellation d'une association qui interpellait son maire en disant comment il va y avoir 10 enfants placés dans notre quartier, mais c'est absolument abominable, etc. Bon, et là aussi, on a de grosses difficultés pour faire admettre, et les maires, bien sûr, ils écoutent leur population, et s'ils mettent pas le point sur la table, et bien on a des difficultés à trouver des places. C'est une difficulté de chaque jour. Alors, sur les contrats jeunes majeurs, au département du Val d'Oise, on était assez en amont en fait des textes qui ont été. On avait déjà beaucoup de contrats jeunes majeurs. Aujourd'hui, à peu près 90% de nos jeunes qui sortent de l'ASE ont un contrat jeune majeur. Ceux qui restent, c'est ceux qui ne veulent plus nous voir, parce qu'il y en a quand même qui veulent directement partir, ne plus nous voir, enfin bon, bref. Mais sinon, on est sur les contrats jeunes majeurs. J'ai encore d'ailleurs
inauguré il y a 8 jours un centre d'apprentissage pour les MNA, exclusivement pour des MNA, de 70 places pour des jeunes dans le bâtiment, et puis je choisis la cuisine et le bâtiment. Et donc, ils vont commencer dès la rentrée. Et puis, nous les accompagnons donc, j'allais dire, dès qu'ils ont un projet de vie, mais bon, ils ont tous un projet de vie quelque part, que ce soit une formation, que ce soit un apprentissage ou un emploi, ou même des grandes études. Parce que, et là, j'interpelle l'État, justement, quelquefois, on se bataille beaucoup avec l'éducation nationale. Alors, quand je dis l'éducation nationale, ce sont encore des préjugés que nous trouvons dans l'éducation, qui sont tu es un enfant placé, donc tu ne feras pas d'études. Voilà. Et c'est encore ce qu'on entend. Alors, on se bataille beaucoup contre cela, puisqu'on estime, nous, qu'un enfant placé, c'est un enfant. Alors, qui peut être bête, qui peut être intelligent, qui peut être manuel, qui peut être intellectuel. Et j'allais dire, c'est un enfant, et on ne voit pas pourquoi il ne ferait pas autant d'études que les autres. Et l'éducation, aujourd'hui, est aussi dans nos préoccupations essentielles, parce qu'on parle de rupture. Il y a des ruptures avec les familles, mais il y a aussi beaucoup de ruptures éducatives. Et de jeunes, j'en ai encore rencontré qui sont ingénieurs pourtant, et qui m'ont dit, et tout au long de ma vie, on m'a dit oui, mais pourquoi tu veux faire des études, tu as été placé, c'est pas normal, etc. Et qui a dû se batailler contre ça. Voilà. Voilà. Et donc, on a mis en place une équipe mobile éducative, donc, qui est composée de 7 éducateurs, d'un enseignant, et qui fait le lien, en fait, entre les jeunes qui sont pas encore décrocheurs, qui sont, j'allais dire, presque en pré-décrochage, qui ont plus envie d'aller à l'école, etc., et qui comprennent pas trop le sens des études. Donc, les professeurs détectent ces jeunes et nous les envoient. Et avec notre équipe éducative, on les prend, on les reçoit, on leur explique que c'est des études, pourquoi il faut faire des études. Et franchement, ça fonctionne extrêmement bien. Et les professeurs qui sont souvent démunis aussi, il faut le dire, hein, c'est là aussi où il y a une formation, même à l'éducation nationale, sur ce qu'est un enfant placé. On a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même un enfant qui n'a pas eu de chance et à qui il faut donner la chance. Et les professeurs sont extrêmement contents à l'éducation nationale de cela, parce que justement, on les aide dans leur démarche envers ces enfants. Et donc, par contre, on a de très mauvais retours sur ce qui est l'école inclusive. On parlait de handicap tout à l'heure. Et je pense que l'école inclusive à tout prix, ce n'est pas une bonne chose, ni pour l'enfant qui est porteur de handicap, ni pour les enfants qui ne le sont pas. Parce qu'on a voulu trop faire, trop vite. Et ça pose beaucoup trop de problèmes, et aux enseignants et aux enfants. Alors, il faut faire de l'inclusion, mais je pense là, il faudra peut-être le revoir différemment. Ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais le revoir différemment. Sur le recrutement, j'en ai pas parlé, mais bon, j'allais dire, on a les mêmes problèmes que partout ailleurs, et peut-être en région Île-de-France encore. Alors, peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter de se faire, surtout en Île-de-France, de la concurrence entre départements, hein, puisque chacun fait de la surenchère pour avoir les personnes qui. Il vaudrait mieux travailler ensemble que de se faire de la concurrence. Donc, on essaye de mettre quelque chose, nous, pour effectivement impliquer les gens. On a à Cergy une école d'enseignement pour les éducateurs sociaux, mais je pense que les associations, comme l'ont dit récemment, les personnes baissent en compétences. Les éducateurs, sous prétexte qu'il n'y a pas trop de monde, on prend des gens qui ont moins de compétences. Et du coup, ça pose aussi de gros problèmes. Alors, vous pensez que c'est ça, ou c'est la refonte de la formation qui a décalé un petit peu le métier d'éducateur, qui auparavant devait être au niveau de l'enfant, et que maintenant on leur dit c'est des coordinateurs de parcours et qui ne sont pas vraiment il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Moi, je vois aussi beaucoup ça quand même. Oui, mais tout à fait. Hein. Tout ça fait que on baisse en compétences. Et du coup aussi, on trouve des jeunes qui se sont lancés dans cette filière et qui finalement qui sortent de là en disant mais finalement c'est parce qu'on m'a vendu.
On leur dit même pas ce que c'est un enfant difficile, etc. Puis ils arrivent, on les met dans une MEX, là, puis alors là, ils découvrent le monde et hop, ils s'en vont parce qu'ils n'ont rien compris. Et là aussi, je pense qu'il y a un gros problème de formation. Sur alors nous sur la PMI, on essaye, parce que c'est aussi un coût, c'est une difficulté avec les communes, parce qu'il faut trouver des locaux, enfin c'est ça. On essaie aussi de conjuguer les PMI et les SSD, hein, de façon à ce que justement les familles soient dans un cercle, j'allais dire un cercle vertueux, où quand les uns détectent un problème familial, ils les envoient peut-être à la PMI, et inversement, hein, de façon à ce qu'ils soient pris en charge en globalité. Donc, et s'il y a une crèche à côté, c'est encore mieux. Voilà. Comme ça, au moins, voilà, parce qu'on essaye aussi, parce que ça aussi, c'est un problème de rupture, quand les mamans n'arrivent pas à faire garder leurs enfants. Hein, voilà. Je me permets juste de vous interrompre, voilà, parce que nous avons oui, nos collègues, mais je vous redonne la parole juste après, qui sont... Je voulais répondre à la question sur le logement. Rapidement, allez-y. On vous laissera, désolé. Oui, sur le logement, nous, on travaille davantage avec le logement social et on développe un certain nombre d'opportunités avec le logement social, alors que ce soit du logement plus autonome pour les grands, pour les plus grands, donc ils sont accompagnés éducativement, bien évidemment, par une MEX de référence, mais ils sont confiés, ils sont placés physiquement dans des appartements du bailleur social et on arrive à les répartir sur le territoire en fonction du maillage social des bailleurs concernés. La question des collèges, elle nous a effleuré, et surtout au moment où on a accueilli les réfugiés d'Ukraine. Et on avait essayé à un moment donné de pouvoir les mettre dans les établissements, dans les collèges notamment. Et on s'est vite aperçu que c'était une fausse mauvaise idée, puisqu'il y a la question de l'état physique du logement. Certains sont inoccupés depuis un certain nombre d'années. Et puis il y a la question de l'emplacement du logement et de l'établissement en lui-même. Où il est placé, qu'est-ce que ça implique avec de contact avec le public, etc. Donc on a vite dépassé cette idée-là pour plutôt se concentrer sur le logement social. Il est noyé dans la population. Une mixité dans la population. Très bien. Donc, Juste, si je peux me permettre, pour répondre à madame sur la question de la justice et des décisions de placement, je pense que l'important, c'est la communication que les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent avoir avec les juges pour enfants. Et on essaie d'être dans un dialogue permanent avec eux, c'est-à-dire qu'on les prévient au fur et à mesure où on a les effectifs qui commencent à monter, puisqu'on a un nombre d'IP qui augmente ou on a un nombre de placements qui augmente. Ça permet aussi aux juges pour enfants de pouvoir anticiper cette réflexion-là qu'ils peuvent avoir quand ils jugent et quand ils prennent une décision. Par contre, on n'intervient pas sur la décision, bien évidemment, hein, et on l'applique toujours. Et on a associé les juges pour enfants aux travaux qu'on a menés sur l'AEMO renforcée, ce qui permet d'avoir un dialogue permanent et constant avec les juges pour enfants, dans la prévision des niveaux de placement. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour et je redonne la parole du coup à Madame Pellissier. Justement, je vais rebondir sur la justice. Dans le Val d'Oise, on touche du bois. Pour l'instant, les mesures de placement sont respectées. Bon. Mais est-ce que ça va durer? C'est pas sûr, parce que on est comme tout le monde. Hein, donc les mesures de placement sont respectées. En ce qui concerne le milieu ouvert, on a encore un petit peu de retard. Hein, on a du mal. Et là aussi, on a travaillé ensemble avec l'État parce qu'à un moment donné, les juges placés dans des associations spécifiques. Alors, on disait, voilà, un tel, vous allez dans telle association. Sauf que si l'association n'avait pas de place, on était coincés et du coup, l'enfant n'était pas placé. Donc, on a obtenu maintenant qu'ils nous disent, il sera placé, et puis c'est nous qui nous débrouillons déjà pour trouver l'association qui a une place. Bon. En essayant bien sûr aussi de conjuguer en fonction du collège où il est, ou de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture scolaire non plus. Alors sur je vais laisser Florine parler sur les problèmes des handicapés, enfin des 50 000 solutions. Là. Merci. Sur les 50 000 solutions, je vais sans doute paraphraser ce qu'a dit mon collègue de la Moselle, mais les relations avec l'ARS ont été en Val d'Oise plutôt fluides avec le niveau départemental, avec toutefois, on peut le regretter, un certain empressement à engager les crédits qui sont dédiés à la création de ces 50 000 solutions, avec l'enjeu de l'ARS que l'on comprend, vu le diagnostic et l'état des besoins qui a été fait. Donc, l'objectif de l'ARS était vraiment de déployer des solutions dès 2024 très rapidement.
Donc la position du département a été de dire qu'il fallait plutôt travailler en fonction du diagnostic sur les besoins et donc d'envisager une programmation pluriannuelle sur la base d'appels à projets annuels pour laisser le temps au projet, tout simplement, d'être construit et donc d'être viable. Donc c'est le point quand même de légère frustration qu'on a eu quant à ces 50 000 solutions, d'autant que notre intention, c'était d'orienter autant que possible les crédits disponibles vers la prise en charge des enfants, dont les enfants de l'ASE, mais pas uniquement les enfants de l'ASE. Je crois que ça illustre assez bien le glissement d'un certain nombre de compétences de l'État vers le champ d'intervention des départements, sur le champ médico-social, sur le sanitaire, sur la délinquance, ça a été cité. Dans ces 3 champs d'intervention, finalement, des enfants qui sont en rupture de prise en charge, en défaut de prise en charge, et qui sont confiés à l'ASE par défaut. L'ASE n'a pas de baguette magique. Pas plus que l'État sans doute. Et de fait, les départements font ce qu'ils peuvent. Ça veut dire créer des solutions ad hoc pour prendre en charge les enfants dans des structures qui ne sont pas pensées pour eux, ce qui est extrêmement complexe. Donc, c'est, je crois, un des messages que voulait aussi faire passer Véronique Pellissier en illustrant. Les départements, mais c'est vrai pour le Val d'Oise, ont jusqu'à présent porté énormément de projets pour justement faire en sorte que les enfants qui sont confiés à l'ASE, à défaut de prise en charge dans le sanitaire ou dans le médico-social, pour que ces prises en charge puissent apporter vraiment une chance, en tout cas protéger correctement ces enfants. Donc, on est en train de construire des équipes mobiles, soutien à la parentalité en prévention pour éviter le recours à l'ASE. On étaye les prises en charge dans les MEX, dans les familles d'accueil. Donc, on essaie autant que possible de contourner les difficultés. Et on va jusqu'à, c'est ce que disait Véronique Pellissier tout à l'heure, financer des postes dans les hôpitaux ou les unités médico-judiciaires, parce que ces structures-là n'ont pas les moyens de le faire. Donc ça pose vraiment une question, effectivement, je pense, de la responsabilité de l'État tout de même sur cette question. Il ne s'agit pas de se renvoyer la balle, il s'agit au contraire de regarder la vérité en face et d'essayer d'avancer. Je me permets de répondre sur la PMI et la dissociation des missions d'agrément et de soutien à la parentalité, de prévention. Alors nous, en Val d'Oise, on a un modèle qui n'est pas le même que celui des collègues de la Moselle ou des Côtes-d'Armor, puisque nous ne dissocions pas dans nos équipes de PMI les professionnels chargés du soutien à la parentalité et de la prévention primaire, véritablement, des équipes chargées de l'évaluation des informations préoccupantes. Et je pense que c'est un sujet dans notre organisation interne, puisqu'on voit effectivement que la charge de travail relative à l'évaluation des informations préoccupantes, mais aussi le suivi des structures d'accueil du jeune enfant, qui sont dans la même difficulté structurelle, on voit que ça pose question du point de vue de la structuration du service et de la capacité du service à suivre l'ensemble des missions. Pour autant, est-ce que le véhicule législatif est la bonne réponse à ce problème ? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, je me permets de le signaler tout de même. Je pense qu'il faut que chaque département peut s'organiser en fonction de ses moyens, en fonction aussi de sa problématique territoriale, pour répondre à cet enjeu. Nous, en tout cas, en Val d'Oise, on y réfléchit très fortement, en effet. Et puis, peut-être, je crois que, parce que personne ne vous a répondu sur la question sur la possibilité d'avoir une cellule de crise cas complexe. Pour faire du cousu humain, vous avez dit. J'aime bien l'expression parce que je pense qu'effectivement, à l'ASE, on fait beaucoup de cousu humain. Surtout dans un contexte où on a effectivement beaucoup de cas complexes qui méritent et qui nécessitent que l'ensemble des compétences soient agrégées autour de ces enfants. Je vais vous donner une illustration. En Val d'Oise, il y a 1841 enfants en attente de place en IME ou en ITEP. Parmi eux, près de 20% qui ont une mesure de protection ASE. On n'est plus dans du cousu humain, on est dans de l'industriel en fait. D'accord. Peut-être, mais parce que je constate que... Moi, je parle de ceux qui mettent en échec tous les placements qu'on leur donne. Mais je pense que ce sont ces enfants. Moi, a priori, on n'était pas sur cette maille-là à ce niveau-là. C'est-à-dire ceux qui en sont à 14 familles d'accueil, parce qu'ils ont usé 14 familles d'accueil, 5 lieux de placement, ce genre de choses. C'est vraiment ces enfants qui ne trouvent leur place nulle part, en fait. Mais je pense, sans trop m'avancer, que ce sont les mêmes enfants, qu'ils ont des problématiques de troubles du développement qui n'ont pas été pris en charge, qui basculent sur du handicap, et c'est le défaut de prise en charge adaptée qui engendre la rupture. C'est pas uniquement que le handicap, ça peut être aussi des phénomènes de délinquance.
C'est pas que le handicap, effectivement, mais je donne une illustration avec ce chiffre qui montre bien qu'il y a un phénomène qui dépasse la simple réponse à une dizaine de situations. En tout cas, en Val d'Oise, c'est de l'industriel. J'entends, mais on a effectivement des cas extrêmement précis. J'en ai une dans la tête où la difficulté, déjà, c'est de trouver, effectivement, parce qu'elle a fait, une jeune fille, elle a fait toutes les MEX possibles. Elle avait une place en IME, même en IME, ils n'en veulent plus, parce que, bon, elle finissait par poursuivre des éducateurs avec un couteau. Enfin, voilà, c'était du genre. Bon. Eh bien, on lui a trouvé une place dans une association à Argenteuil, sauf qu'elle va avoir 18 ans dans 3 mois. Et on en parlait ce matin seulement, déjà, en conseil de famille, en disant, mais dans 3 mois, qu'est-ce qu'elle va devenir, cet enfant ? Pour le coup, un contrat jeune majeur, c'est compliqué, parce que, voilà, et que va-t-elle devenir ? Que va-t-on en faire ? Et c'est là où, en France, effectivement, on n'a aucune structure qui soit capable de l'accepter. On ne va pas la mettre en psychiatrie à vie, on ne va pas l'enfermer. À la MDPH, ils disent, il faut peut-être essayer de lui trouver quelque chose, un stage de quelque chose, mais elle ne sera, c'est une enfant qui ne sera jamais autonome. Donc je pense que là, on peut peut-être un peu se tourner vers la Belgique, qui ont des solutions peut-être à regarder. Voilà. Mais je suis d'accord, mais qu'on les crée chez nous. Mais je suis d'accord, on est bien d'accord qu'il faudrait créer chez nous. Mais quand je dis tourner vers la Belgique, regardez comment ils font et peut-être importer quelque chose. Voilà. Merci. Juste, vous m'avez pas répondu sur comment. Non, ça j'ai entendu un petit peu. Non, c'est plutôt comment on fait pour donner un peu d'envie et d'allant sur le tiers digne de confiance, l'accueil durable bénévole. Est-ce qu'on donne les mêmes droits à ces enfants-là pour décharger un peu les familles ? Parce que quand on a déjà 2 enfants, si c'est une fratrie de 3 qu'on nous demande d'accueillir, il peut y avoir certains freins. Comment on lève ces freins ? Parce qu'on ne peut pas continuer à placer à tour de bras comme on est en train de le faire. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors, en ce qui concerne le Val d'Oise, l'accueil durable et bénévole, pour l'heure, n'est pas mis en place parce qu'on a plutôt pris le parti de développer les tiers dignes de confiance. Donc, on est en train de structurer une offre qui puisse accompagner ce tiers, parce que voilà, il y a un enjeu, effectivement. Alors, effectivement, il y a la rémunération avec l'indemnité d'entretien qui est versée au tiers digne de confiance, et ça se met en place, c'est d'ores et déjà fait. On voit une progression dans nos dépenses, d'ailleurs, sur ce champ, mais c'est bien normal, effectivement, parce qu'avec la prise en charge des enfants vont les dépenses qui vont avec. Donc, on y travaille, effectivement, à mieux structurer l'évaluation, déjà, de l'environnement familial pour trouver la personne qui soit en capacité d'accueillir un enfant ou une fratrie, le plus souvent des fratries quand même. Et ça, effectivement, c'est un changement de pratique. Je rejoins assez, madame. On est passé, effectivement, par la structuration d'un service ad hoc en Val d'Oise pour répondre à cet enjeu-là. Et puis, l'évaluation ne fait pas tout, puisque c'est le juge qui confie au tiers. Et là aussi, il y a peut-être aussi un changement de pratique à accompagner chez les magistrats. Oui, alors de notre côté, c'est pareil. Nous n'avons toujours pas mis ça en place parce que nous sommes happés par la problématique de protection des enfants en situation de danger chez eux. C'est ce qui fait qu'on est sur des dispositifs essentiellement d'accueil et d'hébergement de ces enfants-là. Et donc, on espérait pouvoir cette année déjà développer le parrainage chez nous, qui n'est pas développé non plus. Et là, c'est la question budgétaire qui nous a freinés. En fait, on n'a pas les moyens d'aller tout de suite là-dessus. Non, mais parce qu'on est un petit département de 600 000 habitants, on est le département le plus pauvre de la Bretagne. Sur le parrainage, il y a aussi, ça se fait pas comme ça non plus le parrainage, donc il y a des associations spécialisées et qu'on a déjà rencontrées, mais bon, ça donne une dépense supplémentaire. Et aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en préambule, et je pense qu'on n'est pas le seul département, enfin j'en suis certaine, le budget est très contraint des collectivités départementales. Donc du coup, on ne peut pas tout faire en même temps. Pour ce qui concerne, donc je ne peux pas aller plus loin parce que ce n'est pas une question que j'ai plus travaillé avec les équipes. Je ne connais pas assez le sujet. Pour ce qui concerne la question d'une cellule de recueil, comment vous appelez ça De traitement des cas complexes. Oui, le traitement des cas complexes. Alors on le fait déjà, et je pense que vous devez, je ne sais pas si vous le faites aussi, mais on le fait déjà avec les MDA. Ça faisait partie des missions des MDA. MDA, c'est Maison des Adolescents. Alors nous, dans notre département, c'est les MDJA. On a fait une... Ah oui, alors on était plus sur les ados. Mais oui, c'est vrai.
Non, non, on a le prisme tout. Il y a le prisme de toute l'enfance, en fait, et c'est en fait quand un enfant avait, nous on prenait quand un enfant a une situation difficile, qu'on ne sait pas vers quelle structure l'orienter parce qu'il y a une problématique de besoins en santé mentale ou psychique, qui nous demande l'analyse d'une pédopsychiatre, pardon. C'est au sein de la MDA, de la MDJA chez nous que l'on peut avoir ce genre de réflexion. Par contre, ce que l'on s'est dit, c'est qu'on ne le ferait plus. Parce que, d'ailleurs, c'est un sujet qui est partagé par d'autres MDA aussi, parce qu'en fait, ces cellules-là, on en attend une réponse. Ce sont des enfants où on ne sait pas comment les orienter, on ne sait pas comment les accompagner, rien ne fonctionne. Et quand ces situations-là arrivent sur cette commission, alors tout le monde espère la réponse, la solution, la baguette. On a une pédopsychiatre, des psychologues, infirmiers. Ah, de l'État, on a personne. Non, on n'a personne. Je crois pas qu'elle vient sur ces commissions-là. Je sais pas. Mais d'accord. Et pour le coup, en fait, cette attente de réponse qu'on ne peut pas apporter parce que même s'il y a l'État, s'il n'a pas de disposition de poste, de lieu d'accueil disponible, ce sera la même difficulté. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut plutôt aller sur une commission qui va anticiper la rupture de parcours. C'est-à-dire que plutôt d'être sur la recherche de solutions d'orientation, ce que nos équipes font déjà à chaque fois que la situation se pose, en fait, toutes nos équipes sont mobilisées, ce serait plutôt d'aller sur des situations qui sont déjà alarmantes, qui nous préoccupent, qui nous font dire que là, potentiellement, il y a un risque de rupture de parcours. C'est plutôt ces situations-là, les mettre en travail dans le cadre de cette commission-là. Voilà. Très bien, merci. Vous vouliez... Pour ces cas, pardon, je ne veux pas trop arranger, mais tout ce qui est handicap, psychologie ou ces cas complexes, c'est aussi une cause de placement parce que les parents eux-mêmes ne savent pas comment faire. Je pense que si les parents avaient aussi les moyens de savoir comment traiter ce type d'enfants, j'allais dire, et savoir où les mettre, ou être aidés quelque part, eh bien, beaucoup de ces enfants ne seraient pas placés parce que les parents ne sont pas mal aimants sur ces enfants, mais ils ne savent plus quoi faire, eux aussi. Et je pense que là aussi, on éviterait quelques placements. Merci beaucoup. J'avais un dernier point dont je viens de me rappeler et que je voudrais évoquer avec vous. Je me suis rendu compte qu'on avait une immixtion du privé dans la protection de l'enfance à travers des sociétés qui viennent proposer des places d'hébergement. Moi, à titre personnel, ça me choque, mais j'aimerais, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que moi, je suis assez embêtée qu'on mette au privé maintenant la protection de l'enfance. Je peux donner un premier élément de réponse ou d'illustration. En Val d'Oise, on est assailli de demandes d'implantation de lieux de vie et d'accueil. Je ne sais pas si c'est à ce phénomène en particulier que vous faites référence, mais effectivement, ça nous pose question. Nous, département, on souhaite maîtriser la qualité de prise en charge des établissements qui s'implantent en Val d'Oise. Donc, de fait, on refuse assez systématiquement les implantations. Et parfois quelques pratiques entre départements qui sont discutées, on a dit, avec certains établissements qui peuvent s'implanter sans autorisation. Donc il y a des choses qui se gèrent entre départements sur ce volet-là. Mais effectivement, on souhaite, et je pense que c'est partagé, enfin, Madame s'exprimera, mais on souhaite que l'offre dans un département puisse être à la main du département, donc répondre à une logique d'appel à projet pour coller véritablement aux besoins et au profil des enfants qu'il faut prendre en charge. C'est vraiment un phénomène difficile et on a, je crois, de plus en plus de mal à refuser l'implantation des lieux, même si pour l'instant on tient bon. Alors nous travaillons avec des lieux de vie, si c'est ça le sujet. Nous avons ouvert des lieux de vie dans la situation d'urgence pour obtenir, parce que justement, il n'y a pas besoin de faire un appel à projet, et que pour le coup, on avait un déficit d'accueil de places dans le département quand nous sommes arrivés de 250 places. Une liste on avait encore en janvier dernier 98 enfants en attente de placement. Et donc, il faut répondre et réagir vite. Donc, on a des lieux de vie qui fonctionnent très bien, avec des professionnels, Non, associatif. Ah oui, d'accord. Oui, par les sociétés. D'accord. Non, on a formé.
Typiquement, c'est pas le problème du lieu de vie. Moi, j'ai aucun D'accord, problème ok. pour les lieux de vie. C'est le Excusez-moi, portage je du fatigue un lieu de vie. Parce qu'on se retrouve avec effectivement des sociétés qui sont en train de porter des places. Et donc, on arrive à une Vous avez raison. privatisation de la protection oui. enfance qui me gêne un peu. Vous avez raison, et excusez-moi parce que je crois que je commence un peu fatiguée de ma journée, mais effectivement, donc quand on a eu des propositions d'associations et de partenaires qui voulaient venir, j'ai demandé justement aux équipes de s'assurer à ce que on ne soit pas sur quelque chose de profit, qu'on ne soit pas sur du privé à but lucratif, mais bien sur du privé à but non lucratif. Ça, c'est notre fer de lance, c'est ce qui guide notre action. On ne va pas sur du privé lucratif. Mais il y a un autre enjeu sur le privé. Il y a aussi, nous, avant qu'on soit arrivé à nos fonctions, la majorité précédente, et j'incrimine pas parce qu'on est dans une telle situation de crise, avait opté pour un marché public pour de l'intérim, qui est aussi privé à but lucratif, où là, on ne sait pas exactement les professionnels. Donc, on a Dominocar dans notre département. Depuis que je suis arrivée à mes fonctions, j'ai demandé à ce qu'on sorte de Dominocar. Mais la crise dans laquelle nous sommes fait qu'on n'a pas réussi à sortir de Dominocar. Et en fait, on avait continuellement une variation entre 10 et 40 enfants, parce que en fait, ces enfants-là qui nous arrivaient en OPP et on n'avait pas de place pour les accueillir, ou alors ils n'avaient pas le profil qui était attendu dans le cadre des projets de service des structures d'accueil. Et donc, du coup, on ne savait pas comment les orienter. Donc, ils ont été accueillis par Dominocar. Là, on arrive depuis cette année à sortir de ce dispositif-là, parce qu'on a fait un appel à projet, de 60 places d'accueil inconditionnel. C'est pas du tout la même chose qu'un projet de service d'une structure, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'accueillir l'enfant, sauf s'il n'y a pas de place. C'est la seule raison pour laquelle on n'accueillera pas l'enfant. Et ça veut dire que du coup, les équipes doivent s'organiser dans leur modalité d'accueil et d'accompagnement pour s'assurer d'apporter la réponse adaptée à l'enfant. Là, on expérimente. Ça va ouvrir à la fin de l'année. Ça va nous permettre de sortir de l'intérim une bonne fois pour toutes et de ne plus revenir sur ce dispositif-là. Et puis ensuite, il va falloir encore qu'on continue à ouvrir des places. Mais moi, ce qui m'inquiète dans ce qui se passe dans mon département, je vous disais, on a ouvert beaucoup de places déjà. Et je sais qu'il y a un manque cruel, c'est un lieu de répit. On a besoin d'anticiper justement ces ruptures de parcours, c'est d'offrir une autre solution. Il manque un maillon dans cette chaîne-là. Et en fait, on est tellement pris, nos budgets sont tellement pris par ce prisme de la protection en urgence. Il n'y a pas le choix, il faut protéger les enfants. On n'a plus le temps de travailler sur d'autres dispositifs qui vont venir justement compléter le maillage et diversifier la réponse. Parce qu'on gagnerait à avoir des structures dans chaque département qui permettraient justement un accueil. Alors, on l'organise au niveau des assistants familiaux. On a des familles qui sont accueillantes, accueil répit. Mais au niveau des structures ou des familles elles-mêmes, quand elles ont leurs enfants, on n'a pas cette possibilité de faire un accueil répit. Donc, on gagnerait avec ça. On le retrouve avec le PEAD, un petit peu, le placement éducatif à domicile, qui permet justement une solution de repli si jamais il y a une situation de crise dans la famille, et de préparer le retour, etc. Mais voilà, on a besoin en fait d'avoir une offre extrêmement diversifiée et de sortir de difficultés placement. Il faut qu'il y ait des entre-deux en fait. Et des accueils de jour, c'est une réponse qui marche bien, qui fonctionne bien aussi. Donc on a plein de dispositifs comme ça qu'il faut qu'on développe et qui font sens. Vraiment, on a pu éviter des placements avec les accueils de jour. Et c'est quelque chose qu'on souhaite développer, mais on a été bloqué cette année encore, quoi. C'est vrai que non, le privé, je suis d'accord avec vous. Enfin bon, on va pas faire de la marchandisation de la protection de l'enfance, mais on a un peu le même problème sur les crèches. J'allais dire aujourd'hui, on est assailli de demandes de crèches privées et alors comme je l'ai dit, alors la CAF chaque fois me dit, parce qu'on n'est pas très bon justement dans le Val d'Oise sur la garde d'enfants. Et je dis, mais j'arrête pas d'ouvrir des crèches, comment ça se fait que ça augmente pas? Pourquoi? Parce que j'arrête pas d'ouvrir des crèches, et d'un autre côté, j'arrête pas de fermer des places de crèches dans les crèches publiques, et finalement, on est toujours en déficit. Et moi, je me dis qu'un jour, on arrivera à avoir un souci, parce qu'il faut aussi pouvoir, et les micro-crèches, c'est encore pire, il faut pouvoir les surveiller, toutes ces crèches. Et là, le département, on n'a pas toujours les moyens d'aller dans chaque crèche. Alors, quand ça ouvre, c'est magnifique, mais après, dans chaque crèche, vérifier. Et c'est vrai que pour que ça soit rentable,
une garde d'enfants, eh bien, il faut rogner sur quelque chose. On est bien d'accord. Donc, si en plus c'est sur les lieux de vie, alors là, Je vous remercie. Moi, je crois que j'ai fait le tour, à moins que vous, il y ait quelque chose qu'on n'ait pas évoqué sur lequel vous teniez absolument à nous entretenir, ou on a fait le tour, c'est tout bon. Écoutez, moi, je reste à votre écoute. Si jamais, de toute façon, vous vous rendiez compte, vous avez oublié de nous dire quelque chose, vous pouvez toujours nous faire une contribution écrite. Et effectivement, on va continuer à travailler pour transformer, j'allais dire, cette protection de l'enfance, parce qu'il y en a besoin. Tout le monde dit que ça ne va pas, donc à un moment, il faut qu'on change les choses. Voilà. Merci beaucoup, et puis bon retour dans vos beaux départements.